joining us today for today's conversation on the geopolitical implications of the Canadian federal election coming up this Merci de vous Monday. joindre à nous pour The les last élections event of the canadiennes Canadian et election l'implication received over géopolitique. 6,000 views on our YouTube site, and we've got a lot of registrations, and we'll likely get a lot of views on Notre dernière the rencontre video, a eu which plus should de be up 6 by 000 later this evening vues or tomorrow at the et nous nous latest. attendons à avoir encore Just a beaucoup de quick note vues that we pour do cette have rencontre. interpretation in both French and Spanish, so I Nous invite avons des anyone who's interprètes en joining us français et en to espagnol. please hop over to the channels at the bottom. Alors, pour tous ceux qui se joignent à nous, vous pouvez choisir les chaînes Gloria managing and d'interprétation. Jonathan out of Montreal joining us as Nous our avons interpreters today. Gloria qui va faire Just going to let l'espagnol everyone et Jonathan start en in. I see français. that more and more attendees are joining. So before we just get started, I would like to introduce our esteemed panelists. J'aimerais commencer par We présenter nos have membres Ms. Janice Stein, de the la founding table ronde. director of the Munk School of Global Affairs at the On a University Janice of Stein, Toronto. la directrice, la fondatrice We've de got l'école de Laura Monk de Marks, Global director Affairs of the à Graduate l'Université de School of Toronto. Public and International Affairs at the University of Ottawa. On a Roland Paris qui est directeur de Eric l'école Miller, supérieure president d'affaires of the publiques Rideau et Community internationales à Strategy Group l'Université based out of d'Ottawa. Washington, On D.C. a Eric Miller qui est le président And du we've also Rideau got Frontenac another Strategy Group panelist with us à today, and somebody Washington you et may à not have Ottawa. seen on our webinars before, but Matthew Palmer. He's a consulting senior vice president On of a également communications Matthew at Palmer qui est Parson. responsable de la communication And exécutive we're going to et de dive la right in, and I'm stratégie going to des actually parties pass it prenantes, over to conseiller de Matthew la now direction générale to influence introduce en give us matière de an overview politique. of where we're at with the election and Nous en voici un what's aperçu de là où nous what's nous happening with trouvons the election par in rapport aux Canada. élections et So ce what qui se that passe avec landscape les is. élections au Over to Canada. you, Matthew. Nous passons la parole à Matthew. C'est intéressant de parler en 4 minutes. La façon la plus facile de voir ceci, j'ai passé 10 ans dans les affaires étrangères, 10 ans en tant que conseiller de sécurité. Je peux dire sans doute que c'est une élection comme aucune autre qu'on a déjà eue. On peut dire que toutes nos normes ont été transformées, que même notre façon de penser doit changer quand on regarde cette élection. Ce que j'aimerais faire dans les 4 minutes que j'ai, j'aimerais ouvrir une conversation, les différents membres de la table ronde. On voit la fatigue naturelle qui vient avec 10 ans d'un gouvernement. On commence à vouloir du changement. On a vu le Canada changer sa relation spéciale avec les États-Unis. On voit les marchés qui sont impactés. On voit un renouvellement de notre appartenance canadienne. On voit aussi l'impact sur le marché de COVID. On voit comment les coûts de la vie ont augmenté, le prix des maisons qui ont augmenté et le changement dans le marché du travail. On voit dans cette élection que ça devient une question de à qui pouvons-nous faire confiance. Il y a un nouveau sens d'appartenance canadienne et de fierté canadienne dans cette élection. Alors, où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui? On a vu plusieurs différents indicateurs. On va commencer par dire que c'est des gens qui votent. J'ai passé 10 ans dans les politiques et les gens vont te dire ce que tu veux voir. Mais si on entre en profondeur, concernant les différents sondages, il y a plusieurs choses que nous pouvons remarquer. Ce qui est très important de voir, c'est que les libéraux ont un grand momentum depuis le mois de janvier. Ils sont très forts. Ils ont eu une baisse dans les sondages, mais rien d'inquiétant.
Mais ce à quoi on ne pouvait pas s'attendre, c'est que maintenant on peut voir un aspect intéressant dans des lieux comme en Alberta, en Saskatchewan, là où on voit beaucoup plus de soutien pour les libéraux qu'on ne voyait pas avant. Si en regardant les autres élections, nous pouvons voir que les conservateurs ont une minorité. Ce qui est très intéressant de voir ici, c'est que le NPD est en train de perdre beaucoup de votes dans les sondages. Et en ce moment, il n'y a pas un gagnant ou un vainqueur clair avec un mandat clair. Et c'est pas question de voir le NDP tomber comme il tombe en ce moment. Mais les chiffres que nous voyons dans le sondage nous montrent comment le NPD est en ce moment divisé. Mais on a besoin d'un candidat très fort qui va pouvoir représenter le Canada sur le stade mondial. Il y a une longue ligne de personnes qui sont en train de voter en avance. On pouvait s'attendre à cela et c'est quelque chose de très bon. Ça veut dire que les gens sont en train de prendre la décision et ça nous montre que les gens sont engagés, mais il y a aussi la longue fin de semaine et avec beaucoup de beau temps, ça peut peut-être motiver les gens à aller voter. Le lundi, ça sera une course qui sera quand même très serrée. Pour l'instant, on dirait que Carney va rester le premier ministre, mais n'importe quoi peut arriver. Maintenant, ce qui est très important de voir, c'est que peu importe le parti qui gagne, il y aura des portfolios très importants qu'on va devoir adresser, peu importe le parti qui gagne. Le gouvernement va devoir gérer les dépenses. On va devoir réduire le secteur public. On va devoir entrer dans des discussions sur les différents commerces. Mais pour ce webinaire, ça va être question de trouver quelle est notre relation avec les États-Unis. Comment est-ce qu'on va gérer cette relation-là? Nous devons absolument adresser cela. Et on a une question existentielle pour laquelle on a besoin d'une réponse. Comment est-ce que notre commerce avec le reste du monde sera impacté? Et mon point final, pour mes dernières 60 secondes, c'est une course de deux personnes. Je ne dirais même pas que c'est une course de deux partis, mais c'est une course de deux différentes personnalités que nous voyons dans cette élection. Chaque candidat, ceux qui les aiment beaucoup. Pour Pierre Poilievre, il a passé les dernières années à insulter Trudeau et à parler de toutes les mauvaises choses qu'il fait. Mark Carney est d'un point de vue politique, il est dans une situation qu'on n'a jamais vue. On ne connaît pas ses positions sur différentes choses. Il défie certaines normes politiques. Il y a certaines choses qu'il a fait qui sont normales, que nous voyons dans plusieurs élections. Mais il y a des choses que nous voyons pour la première fois. Donc, pour l'instant, on peut dire que l'opportunité est encore là pour n'importe quel parti de gagner cette élection.
Est-ce qu'il y a une lettre de mandat qui va accompagner toutes les promesses que font les différents candidats? Et ce qu'on va voir, c'est une élection comme jamais vue auparavant. Et je suis prêt à parier avec n'importe quel membre de cette table ronde qu'on ne sait toujours pas qui va gagner. Et ça sera intéressant de voir dans quelle direction va aller cette élection. Perfect. Thank you very much, Matthew. Merci beaucoup, Matthew. The great segue is into Eric. Eric, what are the key economic issues that Canadians feel need to be Eric, addressed? And the second part of that, quels sont les enjeux économiques que les Canadiens ont besoin qu'ils soient adressés each party's or each candidate's thinking about how they could be addressed? et quel est le point de vue de chaque candidat en termes de comment ils peuvent être adressés? Merci beaucoup pour l'invitation. Je veux commencer avec le deuxième point. Ça sera concernant les enjeux et les implications. Pourquoi est-ce que cette élection a plus d'attention que ce qu'on a déjà vu? C'est à cause de la manifestation des tensions qui se passent dans les politiques internationaux. On voit Pierre Poilievre, quelqu'un qui est populiste, quelqu'un qui veut diminuer la taille du gouvernement, il veut réduire les dépenses. Et de l'autre côté, on voit Mark Carney qui priorise les institutions, qui est un nationaliste, qui a beaucoup de relations dans les politiques et dans les finances. Et on a ce contraste ici, et une des questions qui doivent se poser, c'est à qui est-ce que je fais plus confiance pour gérer Donald Trump et à qui est-ce que je fais plus confiance pour gérer les différents enjeux du Canada. Où est-ce que nous nous trouvons par rapport aux tarifs? À chaque fois qu'on parle de tarifs, il faut savoir qu'à n'importe quel instant, ça peut changer. L'implication la plus importante, si pour l'instant tu n'es pas dans l'aluminium et que tu utilises l'accord entre le Canada et le Mexique, tu es en mesure d'exporter aux États-Unis sans payer des tarifs. Et tout le monde dans le monde a été frappé avec un tarif de 10% aux États-Unis. Et je suis prêt à dire que la raison pourquoi le Canada n'a pas été exempté, c'est du fait que l'intégration a rendu le Canada très important pour les États-Unis. Et Donald Trump voit le Canada comme un petit jeu que tu peux prendre dans la forêt. Et quand il a pris le Canada, il a remarqué que c'est un pays qu'il aura besoin aussi. Il y a de lui. Et quand il a vu qu'il avait besoin du pétrole qu'il y avait au Canada, c'est ça qui l'a poussé à reculer et à diminuer les différents tarifs. Et si cette tendance de réduire et d'augmenter les tarifs continue, et s'il donne une préférence au Canada, on va voir que le Canada serait dans une meilleure position que ses compétiteurs. Cette période a été très dure pour les Canadiens et les Canadiens ont vraiment pris à cœur que le Canada a vraiment besoin de diversité de commerce. C'est sûr que dans le secteur automobile, c'est très important en Ontario. Nous voyons la manifestation de l'importance des tarifs et on a vu comment Ford a mis un fonds en place pour aider le secteur automobile. On entend aussi Poilievre parler de l'énergie. Il parle de comment on peut construire les différentes usines.
Et on dit souvent que les politiciens ont l'habitude de faire beaucoup de promesses, mais quand c'est le temps de les implémenter, c'est une différente chose. Et l'énergie, apporter l'énergie au marché, c'est très important. Pour maintenant, la Chine était un grand producteur pour les États-Unis, mais voici une opportunité pour le Canada de prendre une plus grande partie du marché. Dans ma discussion avec les gens à l'ouest du Canada, il y a beaucoup de doutes que le Canada sera en mesure de prendre une partie du marché. En termes des opérations des différents concepts, pour les deux partis, pour n'importe quel parti, là où qui va devenir premier ministre, il va falloir voir de quoi aura l'air les opportunités dans le marché par rapport aux tarifs. Et je crois que même si le Canada fait un accord préférentiel avec Trump, que le Canada va être en accord avec l'expérience qu'ils ont dû endurer ces derniers mois, ils vont toujours vouloir qu'on puisse diversifier notre commerce. Et je crois que c'est là où nous nous trouvons en ce moment. Et j'espère que les choses seront différentes dans le futur. La prochaine question pour Janice et Roland. Est-ce que les différentes parties ont différents points de comment gérer le Canada? Alors, c'est vraiment une question de à qui est-ce que tu fais confiance? Qui est-ce que tu penses qui sera la bonne personne? Et si c'est Carney, on sait que le dollar, les tarifs seront 1 pour 1 avec les États-Unis. Et ça veut dire que quand tu arrives à un certain point, tu te fais mal à toi-même. Parce que l'objectif, c'est de faire mal à l'autre personne plus que tu te fais mal à toi-même. Mais si tu mets les tarifs sur tout ce qu'on importe des États-Unis, c'est toi qui vas finir par payer plus en tarifs. Et pour Poilievre, lui, il se concentre plus sur prioriser le Canada. M. Carney, lui, voit un peu différemment parce que lui voit le 1 pour 1 en termes de tarifs, mais Poilievre prend un pas en arrière avant d'aller de l'avant. C'est dur à dire ce que les gens pensent réellement. Et c'est tout ce qu'ils disent, il ne faut pas nécessairement l'amener à la banque. Ce qui est sûr, c'est que les gens ont voté très tôt et ça nous montre que l'intérêt est très élevé pour cette campagne électorale. Jusqu'à date, on a eu beaucoup plus de voteurs que ce qu'on a eu dans les dernières 20 années. Alors, je vais poser la prochaine question à Roland et à Janice. C'est la première élection G7 depuis qu'il y a eu la nouvelle administration aux États-Unis. Alors, ma question, ça sera par rapport aux politiques étrangères. Comment est-ce qu'on va devoir gérer cela en allant de l'avant au Canada? Et nous voulons voir aussi l'implication par rapport à notre relation avec les États-Unis quand ça vient aux politiques étrangères. Alors, Janice, on va commencer avec vous pour cette question. Merci à tous. Et merci à Ken de nous avoir réunis. Et je crois que cette élection est proche et elle est très difficile. Matthew, donc je ne veux pas parier avec toi. Je pense
Il y a deux questions fondamentales et le reste, c'est du bruit. Même le truc de G7, c'est juste du bruit. Un, c'est celle que Eric a fait comme point. Alors, le plus important, c'est la relation entre le Canada et les États-Unis. Peu importe c'est qui le premier ministre, c'est très important pour le premier ministre d'avoir une bonne relation avec l'administration des États-Unis. Et la géographie est très importante. Nous sommes un pays qui est plus petit que les États-Unis en termes de nombre. Alors, peu importe qui est le président des États-Unis, on a besoin d'une bonne relation avec eux. Quand Trump est calme, tu vois qu'il y a un problème qui se lève. Et il y a un grand sentiment que nous ressentons tous, que Trump n'est pas prêt à défendre le Canada et ça nous montre que notre relation avec les États-Unis a changé. Si on regarde par exemple la productivité, alors ce qu'on peut voir, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de productivité, notre économie est en train de croître très lentement et quelque chose doit changer. Et je crois qu'avec toutes les tensions, tous les problèmes qui sortent de la Maison-Blanche, la vraie question est les implications internationales. Comment est-ce que le mandat des États-Unis et le Premier ministre du Canada pourront travailler ensemble? Je pense que les plateformes sont importantes pour le Parti libéral parce qu'il y a un nouveau leader qui est venu très en retard. Beaucoup de travail avait été fait avant et sincèrement, le temps qui a été dépensé pour ceci, c'est très différent qu'une élection normale. Et je pense qu'on peut recevoir beaucoup plus du côté conservateur parce qu'ils ont bâti leur plateforme pendant plus longtemps. Les deux disent qu'ils vont diversifier nos relations en termes de commerce, mais il faut il faut un peu douter de tout ce qu'ils sont en train de nous dire. Et on voit du nationalisme comme on ne l'a pas vu depuis les années 60. Dans tous les secteurs, il y a des opportunités dans le secteur de l'énergie, dans l'infrastructure, dans le secteur automobile. Est-ce qu'on va envoyer des voitures au Japon ou en Allemagne? Ça ne va pas arriver. Notre secteur d'agriculture est déjà à un bon niveau. C'est vrai que ça peut un peu s'améliorer, mais il n'y a pas beaucoup de place pour un très grand changement. Et quand nous parlons de la diversification, ce n'est pas quelque chose qui va beaucoup changer. Il y a des plus grands problèmes quand nous regardons cette élection. Roland, can I invite you to give some thoughts on that and maybe speak to any sort of differences that you might Et see? Roland, est-ce que tu peux nous donner tes pensées à toi et les différences que tu vois entre les deux leaders? Et je crois qu'il y a des gens qui se joignent à nous dans d'autres Canada. La question est qu'est-ce que les leaders ont dit jusqu'à date? Qu'est-ce que cela nous révèle sur ce que le Canada va faire après les élections?
Et c'est pas There's très rarely surprenant de more voir attention to foreign policy beyond the Canada-US relationship parce qu'il n'y a jamais eu in our beaucoup elections. d'attention aux Even politiques our étrangères foreign policy debates in our au-delà de national ce que nous elections voyons have all maintenant. been about trade with the United States. Toutes les élections ont toujours été And par rapport au commerce avec secondly, les États-Unis. because Et these leaders deuxièmement, don't have a great deal of interest in pinning themselves down parce que with les demands on leaders ne these sont issues, pas we do prêts know à that they're diminuer leur beyond, salaire beyond the question of who can manage Donald Trump. au-delà de celui qui peut mieux gérer Donald Trump. Bread and butter issues like voters, frankly, everywhere. Ils sont So, plus we don't intéressés know a à lot des problèmes domestiques outside, comme les as différents Jim was voteurs. suggesting about how these two leaders will act in office, the details of what they will do. Et comme Janice disait, on ne connaît pas exactement in a ce lot qu'ils of vont what faire they're quand ils saying, seront there is pour celui qui similarity va between gagner the two people. l'élection. So, Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de similarités entre les deux leaders politiques. Les deux parlent de placer aussi et mettre en place des tarifs contre les États-Unis. Et ils sont prêts à faire cela pour pouvoir combattre Donald Trump après les différentes menaces qu'il a fait au Canada. Alors, c'est presque impossible pour les leaders de se concentrer sur quelque chose en dehors que d'affronter Trump. Et nous voyons qu'au Mexique, la présidente du Mexique a pris une approche beaucoup plus différente. Et nous voyons que Trudeau et la présidente du Mexique ont pris différentes stratégies par rapport à Trump, mais les deux se sont trouvés dans la même situation. Alors, les deux, et Carney et Poilievre, parlent d'augmenter les contributions à l'armée canadienne. Ils parlent d'augmenter le développement des ressources canadiennes. Les deux parlent de bâtir des infrastructures et des maisons au Canada. Les deux parlent de briser les barrières qu'il y a en termes de commerce au Canada. Alors, de plusieurs différentes manières, c'est très différent, mais ils sont quand même similaires. Et ça sera intéressant de voir comment Pierre Poilievre ou Mark Carney vont gérer leur relation avec Trump. Et je crois vraiment que ça soit question de la personnalité de ces deux hommes plus qu'autre chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir arriver à la table des négociations avec les États-Unis le plus rapidement possible? Et Poilievre, en tant que conservateur, va peut-être utiliser ça pour essayer d'attirer Trump de son côté. Et des fois, cela fonctionne, mais des fois, ça ne fonctionne pas. Mais les différentes stratégies de négociation seront les mêmes des deux côtés. Et je suis totalement d'accord avec toi, Roland. Et mon point de vue, c'est que c'est pas à nous d'être les premiers à la table des négociations. C'est pas pour le meilleur intérêt du Canada d'être les premiers à négocier avec les États-Unis. Mais j'aimerais voir également des ententes avec différents pays comme le Japon. Je crois également que le Canada et le Mexique peuvent bien travailler ensemble si on a de la patience stratégique. Et je suis d'accord également. Je dirais que c'est utile d'avoir une table parce que c'est une façon d'attirer l'attention de Trump quand il voit une entente entre le Canada et le Mexique. Et nous voyons que si Trump et le Canada travaillent ensemble, Trump sera absolument consumé par les différentes ententes qu'il y aura entre les deux pays.
says he's going to have one with the EU too, and he's already backtracking on China. So he will be consumed by other things. Et Trump sera consumé par d'autres choses That'll également. be closer to the inflationary impact of the tariffs that he's already established and Chinese Mais je retaliation. crois que alors que nous voyons ce qui se passe en termes de commerce et des différents tarifs entre les États-Unis et la Chine, cela prend déjà l'attention de Trump et ceux qui donnent l'opportunité au Canada de faire différentes ententes. Et ça devient une question de comment ils vont pouvoir implémenter. Ce sont des choses énormes qu'ils sont en train de prendre en main, de pouvoir briser les barrières et de faire des échanges au Canada. C'est une opportunité qui est là depuis très longtemps. Et briser les barrières dans le développement des ressources, faire des changements au niveau juridique. Et les sortes d'investissements que Carney pense faire ici au Canada, c'est une bonne approche de comment on peut faire grandir l'économie canadienne. Et ceci sera beaucoup de travail et toutes ces choses seront difficiles. Donc, on va devoir se battre pour passer à travers ceci. Et c'est un fait. Roland, tu es en train de donner des secrets canadiens au reste du monde. Et Eric, j'aimerais également t'inclure dans ceci. L'un des aspects de sagesse que nous voyons au Canada, un des piliers de nos politiques, les lois comme les lois internationales, pas juste en termes de sécurité et de OTAN, mais aussi le commerce dans les politiques, les Nations Unies. Comment est-ce que le Canada et comment est-ce que les deux candidats vont voir la destruction potentielle à celle qui paraît être une approche transactionnelle? Je veux commencer ici. Je risque d'être provoqué. Comment est-ce que les deux candidats se sentent par rapport à un deuil? La plupart des choses dont tu as parlé, Ken, beaucoup d'entre nous, nous avons de la difficulté à l'accepter. Je ne sais pas pour toi, Roland, mais je parle de ceci, ça fait presque 10 ans. C'est maintenant les libéraux qui sont en charge. Tous les accords de commerce, c'est les libéraux qui les ont faits. Nous utilisons nos relations avec les autres pour accomplir des buts qui vont nous bénéficier à nous. Et c'est très important de parler des différentes choses qui sont en train de déranger notre pays, parce que si on les ignore, comme ça, pour les deux premiers ministres, en ignorant les choses qui font tomber le Canada, on ne pourra jamais améliorer la performance économique. On ne pourra jamais contribuer à nos dépenses pour les militaires. Nous devons maximiser la valeur et être en mesure de bâtir des bases militaires très solides. Et tout premier ministre de ce pays doit être en mesure de répondre à cette question. Avec beaucoup d'urgence, et je suis reconnaissant pour cela. Et il y a une grande différence entre les dépenses militaires et le commerce et toutes les autres choses qui sont sur l'agenda.
nous n'avons plus beaucoup de place pour continuer à dépenser l'argent du Canada, mais ces deux hommes sont en train de promettre des très grandes choses à cause des changements aux États-Unis. Et tout le reste, à part l'investissement et les dépenses, on peut le mettre à part. Merci, Janice. Roland? J'aime beaucoup écouter à Janice, elle structure bien ses pensées, ses paragraphes, et j'apprécie cela. Et je suis très d'accord concernant les opportunités pour pouvoir investir dans les bases militaires, pour avoir de bonnes relations avec différents pays et toucher certains éléments qui vont aider l'économie canadienne. On peut faire des partenariats au niveau économique et en termes de sécurité avec nos partenaires en Europe. Et c'est très important quand nous parlons des investissements dans notre militaire. Et personnellement, je dirais que il y a certaines choses, je ne crois pas que la métaphore est très bonne. Le point que moi j'aimerais faire, quand on parle de la complexité des différents éléments, des éléments tels que des éléments qui peuvent continuer à aller de l'avant, des éléments qui tout aimant sans espoir, et certains éléments qui peuvent être adoptés. Par exemple, il y a une division avec les États-Unis sur un point de vue financier ou économique. Il y aurait la place pour faire des ententes avec d'autres pays. Quand nous regardons les Nations Unies, elle a beaucoup de différents problèmes en ce moment en termes de son budget et la possibilité de pourvoir aux différents besoins sécuritaires dans le monde. Et c'est très important aussi pour nous de voir les institutions internationales aller de l'avant. Et il y a une opportunité pour le Canada de pouvoir aider. Et c'est pour que nous soyons en mesure de travailler avec des partenaires pour accomplir ce qui est le plus important pour le Canada. En termes de la différence entre les deux leaders, je crois, comme Eric l'a dit, que Carney priorise les institutions et comme un nationaliste, on voit cela dans la façon dont il parle sur la plateforme, durant ses campagnes. On voit cela quand il parle de la représentation diplomatique du Canada dans le reste du monde. Et Poilievre, lui, doute beaucoup plus de cela. Lui, il préfère couper l'aide internationale. Et nous ne savons pas comment il va trouver ces institutions internationaux. Mais on voit qu'il a un point de vue beaucoup plus sceptique. Mais ce qui est sûr, c'est que ces deux leaders vont prioriser l'intérêt canadien et on va voir cela se manifester dans les politiques étrangères. J'aimerais aussi ajouter, c'est important de parler de la taille du gouvernement. Ça n'a pas encore capturé l'attention du Canada, mais c'est sur l'agenda maintenant, quand on parle du point de vue productif, que tout niveau du gouvernement aujourd'hui représente à peu près 40% de notre GDP et de notre productivité. Et nous voyons aussi comment est-ce qu'on peut apporter des réformes au gouvernement, surtout au gouvernement fédéral, pour que nous soyons plus effectifs.
plus efficace. Et c'est très important pour les premiers ministres de penser à cela. Et nous comprenons, comme on voit aux États-Unis, que l'organisation de Doge est venue en premier. Et c'est vrai que Doge nous montre ce que nous ne devons pas faire, de juste couper les postes, mais nous devons penser à différentes stratégies pour réduire la taille du gouvernement. C'est quelque chose de très difficile à faire. Et mon opinion sur le multilatéralisme, c'est que nous devons voir combien est-ce que les États-Unis dépensent pour avoir toutes ces institutions. Et quand nous voyons le plus grand donateur des différentes institutions internationales, c'est les États-Unis, ensuite la fondation de Bill Gates. Et nous ne pouvons pas dépenser tout notre argent sur la défense nationale. Et nous voyons qu'en Chine, il y a beaucoup de multilatéralisme et ils ne sont pas prêts à payer la facture. Et pour le Canada, il faut juste éviter de se joindre à des institutions juste pour se joindre. Il faut qu'il y ait un objectif. Le Canada a dit qu'il voulait se joindre à l'Australie et entrer en attente avec le Royaume-Uni. Mais c'est important de voir tout ce que nous allons dépenser en termes de défense nationale, à quoi est-ce que cela va servir. Il y aura beaucoup de défis, comme Janice l'a dit, et ça sera très difficile. Je ne peux pas décrire à quel point le processus de Doge aux États-Unis a été chaotique. Et puis, ils ont coupé beaucoup de postes provisionnels aux États-Unis. Et ils l'ont fait d'une manière de prioriser seulement le coupure de postes. Et ça a totalement été une catastrophe. Et je crois que dans le monde, il y aura moins de multilatéralisme parce qu'il n'y aura pas assez de gens pour payer pour cela. Et c'est la réalité que le monde est en train d'affronter. Et le Canada doit se poser la question, si nous ne mettons pas l'argent dans les institutions, où est-ce que cet argent va aller? Comment est-ce que nous sommes en train de projeter notre influence? Si nous parlons de l'Amérique latine, nous devons nous poser la question, quelle est la relation entre le Canada et l'Amérique latine? Nous devons également penser à quelle est notre relation avec le Mexique. Et est-ce qu'on aimerait que le Mexique soit dans l'accord que le Canada aura avec la nouvelle administration aux États-Unis? Donc, comme nous voyons dans le passé, il y a eu plusieurs accords là où le Canada et le Mexique ont pu travailler ensemble, mais le monde est en train de changer et que le pays soit prêt ou non, il ne peut pas continuer à vivre comme si on est en 1855. Et si je peux ajouter quelque chose, et désolé s'il y a du bruit, c'est parce que j'ai mon chat qui essaie de rentrer dans la salle. Mon chien aime aussi parler à ces événements. Si je peux juste ajouter quelque chose, je suis d'accord avec ce que Eric vient de dire, mais je pense que quand on parle de l'Amérique latine, on doit voir beaucoup plus loin que si le multilatéralisme est bon ou non, parce que comme nous voyons, le monde est en train de changer. Et si le Canada veut garder sa relation avec l'Amérique latine,
in Latin America, then presumably Si on veut garder les différents accords qu'on a avec l'Amérique latine, the Organization of American States at a moment when the American voluntary contributions have been suspended. nous devons trouver comment on a été en mesure de faire cela avec les différentes administrations américaines. Alors, ce n'est pas une question de faire une décision maintenant sur si le multilatéralisme est bon. Et ça, c'est un autre argument que je suis en train d'apporter. Comment est-ce qu'on peut accomplir notre objectif? S'il y a une institution avec laquelle nous voulons approfondir notre relation, nous devons voir quels sont nos intérêts et qu'est-ce qu'on sera capable d'accomplir. Et c'est ça qui va nous permettre de trouver les moyens d'y arriver. Mais quand nous voyons dans les derniers 70 ans, le multilatéralisme a eu un gros nom. Et c'est ça qui a fait que beaucoup de ces institutions, nous voyons combien d'entre elles sont aujourd'hui en déficit à cause des problèmes de ce qui se passe aux États-Unis. Et c'est vraiment incroyable à quel point les différentes infrastructures dans le monde recevaient des dons des États-Unis. Et c'est très important pour les Canadiens que nos leaders comprennent que nous sommes dans un différent monde. Et je trouve que ça serait suicidaire de parier sur qui va gagner cette élection. Tout est possible. Nous sommes dans une période là où les normes ont changé et quelque chose d'autre a été mis en place. Et cela nécessite beaucoup de flexibilité. Et c'est une élection que tout le monde a besoin de gagner, donc tout le monde dit ce qu'il a besoin de dire. Mais le monde commence le 29 avril. Et je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités intéressantes. Mais il doit y avoir des décisions difficiles sur ce que tu veux prioriser et comment tu veux le prioriser. Donc, que ce soit les développements des banques, les processus bilatéraux, c'est quelque chose qui sera important. Parce que toute l'infrastructure ne va pas survivre. Et si tu es le Canada, tu vas dire, OK, si je dépense plus sur la défense nationale, quel sera l'impact sur l'économie? Et tu dois penser à toutes ces choses. Et comment est-ce que ces investissements s'alignent avec ce que je veux faire en Amérique latine ou n'importe où? Et nous devons utiliser la métaphore de Dean Atkinson. Le monde est né de nouveau. Et le Canada étant la première élection du deuxième gouvernement de Trump, il faut penser à toutes les différentes relations que le Canada a déjà eues avec les États-Unis. Nous devons être en mesure aussi de laisser aller le passé. Et on connaît la ligne de l'ancien est mort et le nouveau est arrivé. Mais il y a une chose que Roland a mentionnée sur laquelle nous devons revenir. Ce que nous pensons quand ça vient à la technologie. Nous devons nous améliorer. On a besoin d'un gouvernement plus efficace. Comment est-ce qu'il offre ses services? Tu vois, la Corée du Sud qui fait des très bonnes choses. Je lisais ce matin une expérience très intéressante. Nous devons nous améliorer quand ça vient à la façon dont nous dépensons ici au Canada.
Comment est-ce qu'on s'améliore à faire cela? C'est très important pour les deux candidats. Et ce n'est pas quelque chose de trop compliqué. Et c'est vrai que je suis très dur avec les gens quand ça vient à ça, mais c'est très important, comme par exemple les ressources, le centre des ressources dans les prochains 10 ans. Comment est-ce qu'on pourra utiliser les technologies de manière efficace dans le futur, dans les années à venir? Ça aussi, c'est un défi national. Et c'est aussi un très grand problème à adresser pour le prochain Premier ministre de notre pays. Yeah. Janice, I'm involved in a process of trying to think through an encryption regime. Et Diane, et je suis dans un processus là où on veut apporter un nouveau régime. Et la première chose qui est importante, c'est qu'on doit réussir quand ça vient à la technologie, parce que c'est quelque chose qui va beaucoup nous aider dans le futur. Et tout est bâti sur la technologie, sur l'inscription. Il y a ces fondations ici que nous devons connaître qui seront très importantes pour le Premier ministre, peu importe qui il sera, qu'il soit en mesure d'accomplir, de bien connecter les différents morceaux quand ça vient à la technologie et à l'inscription, parce que c'est très important. Et il nous reste quelques minutes ici. Et j'aimerais parler des politiques étrangères au Canada. Peu importe le parti, dans les derniers 100 ans, et j'hésite de poser cette question selon tout ce qui a été dit. Mais si tu es un pays de l'Amérique latine, à quoi est-ce que tu peux t'attendre quand ça vient au gouvernement canadien, peu importe quel parti est au pouvoir? I mean, I can jump in. It's interesting. I was talking about the similarities between the two leaders, and I Je parlais des similarités entre les deux leaders, platform they had the phrase, et je disais que sur la plateforme des libéraux, and that was a phrase that a previous conservative prime minister disait une phrase que un premier ministre précédent répétait pour représenter les valeurs du Canada. Il y a ces similarités pour les deux partis, mais ce que nous sommes en train de voir, il y a une crise dans ce pays. Et ce n'est pas juste les menaces du président américain qui veut annexer le Canada, mais c'est le fait qu'on ne peut plus compter sur les États-Unis comme on le faisait auparavant. On ne peut plus compter sur l'idée de compter sur les États-Unis en allant de l'avant. Et sous ces circonstances ici, nous voyons que la conversation change à ce que nous devons faire pour maintenir le bien-être et la sécurité financière des Canadiens. Il y avait une longue période là où on n'était pas vraiment obligé de devoir poser ces questions ici parce qu'on pouvait compter sur le fait qu'on avait un accès facile avec les États-Unis. Alors, quand toutes ces choses commencent à être remises en question, l'attention commence à être tournée maintenant sur les autres problèmes. Et ce que nous voyons, c'est l'implication sur le fait que la priorité maintenant, c'est de voir l'intérêt du Canada et la sécurité des Canadiens. Et je ne pense pas qu'un gouvernement canadien pourra éviter cela. Alors, pour notre propre bien-être,
ceci nous doit nous ramener ensemble, nous rapprocher those ensemble, countries that are let's call them rule of law democracies, where the United States membership in that afin group que is now being questioned. nous soyons en mesure d'affronter les différents changements, là où maintenant on n'a plus la même relation avec les États-Unis. Et nous devons aussi travailler avec d'autres partenaires sur les différents problèmes que nous avons dans le commerce. Et nous devons être en mesure de reconnaître que nous pouvons continuer à faire le commerce avec la Chine sans nécessairement entrer dans des accords avec eux, que nous voyons maintenant dans la coalition américaine. Donc, nous devons venir ensemble et travailler avec les pays qui ont les mêmes valeurs que nous, afin que nous soyons en mesure de travailler avec n'importe qui. Et j'avais juste un commentaire. Et je crois qu'on doit parler de certaines choses ouvertement au Canada. Il y a une crise de démocratie au Canada. Nous avons un travail de réparation à faire. Et nous voyons cela dans tous les pays développés qui ont la démocratie. Ils ont tous une crise de la démocratie. Et je pense que tu entres dans une promotion de la démocratie quand il y a de la confiance. Et je pense que c'est également un moment pour l'humilité parmi nous. Et nous devons être prêts à voir ce que nous devons faire nous-mêmes. Et c'est important pour tout un chacun de nous d'être fort et d'être résilient. Et je crois que nous devons promouvoir la démocratie davantage parce que c'est quelque chose qui a été mis à part. En tant que le plus nouveau membre du Conseil, Eric, je veux te poser la question. Si tu es assis en Amérique latine et tu vois que les différents pays dont nous parlons, il y a beaucoup plus d'autoritarisme, quel message est-ce que tu donnerais à l'Amérique latine quand ils regardent le Canada en disant qu'on peut prendre ça comme exemple pour la démocratie? Et je ne pense pas que le Canada et ces différents pays comprennent ce que ça veut dire de promouvoir l'agenda démocratique. Et il n'y a pas une chose qu'on peut dire que voici ce qu'il faut faire. Quand on parle par exemple du droit de la personne en El Salvador, est-ce que c'est démocratique ce qui se passe? Et certaines personnes vont dire que oui, il est le président le plus populaire en Amérique latine. Et je crois que ce sont des concepts qui sont très importants. Et je suis d'accord avec Janice que c'est une question d'humilité. Et nous devons réimaginer ce qu'est la démocratie et le droit de la personne au Canada. Il doit y avoir un dialogue de là où les gens viennent. Parce qu'il y a eu un changement dans la croyance de c'est quoi la démocratie qui est bâtie dans le monde en ce moment. Si tu demandes à beaucoup de personnes à El Salvador, ils te diront que leurs vies sont beaucoup meilleures parce qu'ils peuvent quitter leur quartier pour aller faire des épiceries sans avoir peur d'être tués. Et c'est une question d'un gouvernement fort, des défis du crime. Et je ne pense pas qu'il y a nécessairement une réponse en particulier pour ceci. Si tu me demandes quel sera un objectif efficace de la démocratie et de droit de la personne, je ne pense pas que tu peux arriver à ce point-là sans avoir des dialogues, en étant honnête avec toi-même. Et nous voyons beaucoup de sessions avec
avec la GRC et les différentes organisations de la police. Ils parlent, ils discutent concernant la sécurité de leurs citoyens. Il faut avoir des discussions sur la démocratie en ses différentes formes. Et pour le mettre de manière plus diplomatique, il faut voir là où il y a un abus de pouvoir. Et je crois qu'on doit prendre un pas en arrière et de voir comment est-ce que cela nous impacte. Et dans le contexte des différentes priorités du Canada, est-ce que les intérêts du Canada seront plus priorisés si on se concentre sur le commerce qu'en parlant de la démocratie? Et nous voyons que l'environnement dans lequel nous nous trouvons est très compliqué et très différent de là où nous étions avant. Quand nous parlons de démocratie, et c'était quoi la démocratie il y a 20 ans par rapport à aujourd'hui, on voit qu'il y a eu beaucoup de changements. Et il est temps pour nous d'avoir un dialogue entre nous-mêmes et un dialogue avec les autres pour voir comment approcher cela de la meilleure façon possible. Merci beaucoup, Eric. Roland et Janice, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose pour finir? Alors, je veux dire merci à tous nos participants. Merci à Roland, Matthew, Eric et Janice. On aura la vidéo très bientôt. Et nous vous invitons à vous joindre à nous pour nos webinaires à venir dans le futur. Merci beaucoup.